Claude Soulas. Alors moi j'ai travaillé 30 ans de recherche transport, donc j'espère avoir un petit peu de recul, mais je me rends compte que c'est très complexe. Et il y a des choses très intéressantes qui ont été dites, mais il faudrait éviter d'avoir une guerre de retard. Par exemple, on a beaucoup parlé de la critique du tramway, mais maintenant le tramway, j'allais dire de cette manière, malheureusement on n'en fait plus, mais on fait du BHNS, et ça pose aussi question. Alors on manque de planification parce que moi je ne partagerai pas tout à fait le point qui a consisté à dire la politique nationale, c'était les transports collectifs. Je dirais que la politique nationale a sous-estimé la marche à pied et le vélo, d'accord ? Mais on a un petit peu parlé des transports collectifs, mais dans les actes, on a surtout favorisé la voiture. Et par tout un tas de choses, bon, je ne vais pas en parler, par l'aménagement, par les indemnités de transport, par des coûts cachés, des coûts de parking qui sont colossaux. Hein. On met sur la place publique les milliards pour les tramways, mais on ne met pas sur la place publique l'addition des milliards pour l'automobile. Peu importe, je vais juste terminer pour le tramway et sur le vélo, si on doit le faire assez rapide. Le problème du tramway, c'est qu'effectivement, on n'en a pas fait un objet de transport. Et on a fait souvent une ligne, on a raisonné ligne au lieu de raisonner réseau. Résultat, on fait une première ligne sinueuse, avec des courtes interstations, parce qu'on ne pense pas à la marche à pied. On ne peut pas marcher tellement en ville, parce que je suis d'accord sur le marche à pied, mais on peut marche à pied et transport commun. On ne peut pas marcher parce que les carrefours sont faits pour écluser la circulation automobile. Donc, il faut du temps pour aller aux stations. Donc, du coup, on fait des stations de 400 mètres et du coup, le tramway n'est pas efficace. Si on regarde ce qui se passe dans certains pays étrangers avec des réseaux de maillés de 12 lignes de tramway, on peut faire efficace. Et maintenant, la question, c'est après le constat des erreurs qu'on a fait le tramway. Bon, on peut penser à améliorer les voiries, mais la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de mieux dans les transports en commun ? Et moi j'aurais tendance à dire, maintenant on passe d'une mode à une autre, on passe à la mode du BHNS qui est soi-disant moins cher en investissement, mais si on fait un bilan sur 30-40 ans avec les coûts de l'exploitation, on pourrait se rendre compte qu'avec des nouveaux tramways qui sortent maintenant, des tramways à bas coût, CAF ou des Translor, qui ont l'avantage de faire des coupes urbaines beaucoup plus réduites que le BHNS, on pourrait avoir des coûts beaucoup plus faibles. Mais je terminerai juste pour dire que la difficulté, c'est qu'on n'a jamais pu étudier deux modes ensemble. J'ai essayé, à la fin de la carrière, de travailler sur l'association Transport en commun et vélo. C'était très difficile. Bon, on a fait quand même des choses. Porvert et Frédéric Héron est bien au courant. Il y a 2 projets qui sont sortis. Mais si je termine par un truc emblématique du Prédit, c'est qu'en 2000 est sorti un grand rapport sur l'intermodalité voyageurs. Quand on a lu la première version, on s'est rendu compte que tous les experts du Prédit avaient dit qu'il faut concevoir les transports en commun par rapport au mode dominant qu'est la voiture. Du coup, on fait des parcs collés partout et l'intermodalité avec le vélo avait été oubliée. Bon, on a essayé de rattraper le coup, mais ce que je veux dire, c'est que si on raisonne transport en commun avec l'articulation avec marche à pied et vélo, je citerai le dernier exemple. Par exemple, on dit qu'il y a un bus qui est formidable dans la périphérie d'Amsterdam, vitesse commerciale 35 km, mais c'est parce qu'on a des interstations moyennes de 1,9 km. Parce qu'on suppose que les gens, soit ils marchent pas mal en périphérie, parce qu'on fait moins de voitures, ou soit ils se rabattent en vélo. À ce moment-là, l'efficacité économique des transports en commun, elle est excellente. Donc, on ne peut pas dire que les transports en commun, c'est mauvais, comme on l'entend dire, mais comment réfléchir à faire des transports en commun meilleurs, comme une base de mobilité, et après, on peut réfléchir, effectivement, faire du covoiturage. Non, mais juste là, personne n'a dit que les transports en commun, c'était mauvais. C'est bien ça le problème, c'est qu'il faut déplacer le débat. C'est pas le sujet. D'abord, on n'est pas dans les jugements de valeur, si c'est bien, pas bien, mauvais, pas mauvais. C'est juste que il y a des tas de cars Transgironde, par exemple, qui se déplacent avec personne dedans. Bon, peut-être que là, on peut se dire que effectivement, du covoiturage ou un vélo électrique pour aller à une ligne express après restructuration du réseau, ça peut être plus intéressant. Voilà, c'est ce genre de choses. Et puis, derrière tous ces sujets, il y a toujours la question de la gouvernance. Alors, il y en a un qui est très intéressant, c'est l'articulation marche à pied transport collectif. Nous, on a fait une expérience avec le Forum des vies mobiles et avec Keolis. La marche à pied, les cyclistes, tout le monde s'en occupe. C'est un label, je m'occupe des vélos, je suis écolo. Les piétons, tout le monde s'en fout. Donc, personne s'en occupe. Nous, on s'était dit, il y a peut-être quelqu'un qui peut être intéressé, c'est les exploitants de transport collectif. C'est des alliés objectifs, effectivement, de la marche à pied. Et puis, quand il y a des remises en concurrence des contrats de délégation, donc Transdev et Keolis qui ont bien lu ce qu'il fallait, ils répondent, ils disent, oui, on va s'occuper des piétons, on a plein d'idées, etc. Et puis les juristes des institutions locales, ah non, vous êtes là pour faire rouler des bus et des tramways, pas pour vous intéresser aux piétons. Voilà. Donc il faut toujours aller loin pour gratter. Éventuellement, je reviendrai sur la question de planification, mais c'est la même chose. Il faut aller loin quoi, pour arriver à comprendre.
Ce qu'on ne fait pas souvent et que moi j'ai découvert dans la pratique et un peu avant dans la théorie, c'est qu'il faut faire de la sociologie du travail pour faire de la science politique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment les gens travaillent. Autrement, on ne comprend rien. Et voilà. Et ça, finalement, il n'y a pas, à part quelques chercheurs de mon ancien laboratoire, il n'y en a pas tellement qui s'intéressent à ça. Bon, alors, puisqu'Ariella me demande de réagir, moi, je vais peut-être réagir sur l'ensemble des interventions. Simplement déjà pour dire que sur le Grand Paris, on est à une échelle quand même très différente de Lyon et de Bordeaux. On est sur une métropole de 7 millions d'habitants qui est déjà très densément bâtie. Et donc la question de fluidifier la circulation automobile, elle ne se pose plus parce que de toute façon, la tramviaire, elle est quasiment immuable. Elle est à peu près bien dimensionnée dans Paris intramuros, mais comme il n'y a pas eu de Haussmann en banlieue, il n'y a pas la tramviaire qui, de toute façon, permettrait d'optimiser les déplacements automobiles, même si les coûts automobiles se diminuaient 2 fois, 3 fois, etc. Donc on est un peu condamné au transport en commun. Et c'est probablement pour ça, d'une certaine manière, que les pouvoirs publics ont finalement adopté un plan de développement des transports en commun, effectivement colossal, comme le dit Isabelle, mais vraiment nécessaire en même temps, parce que ces 7 millions d'habitants, il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas encore à proximité d'une gare existante ou d'une gare future, d'une station de métro et même d'une ligne de bus performante ou d'un tramway. Donc on est dans une situation différente de Lyon et de Bordeaux. On est aussi dans une situation différente de Lyon et de Bordeaux parce qu'on a une gouvernance qui est quand même très complexe. On a une métropole depuis le 1er janvier, mais une métropole dont les compétences sont beaucoup plus limitées que celles de Lyon et celles de Bordeaux, en particulier en matière de domanialité publique. Moi, j'ai une longue expérience parisienne et j'ai découvert à l'échelle du Grand Paris que la voirie publique, elle est morcelée entre une multitude de personnes publiques, la voirie communale essentiellement, de la voirie départementale qui obéit parfois à une logique un peu difficile à comprendre, parce qu'il y a aussi des anciennes routes nationales déclassées, de la voirie État encore avec les voies rapides, et puis des opérateurs de transport qui, face à une gouvernance éclatée, finalement s'en sont donnés à cœur joie pendant des décennies en matière de gares routières, d'aménagement de carrefours, de parvis de gares mal foutus, etc. etc. Et donc, face à ça, il faut déjà essayer de décrypter. Donc, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est un certain nombre de niveaux de prise de conscience croissante, on va dire. D'abord, je voudrais rendre hommage à l'Atelier parisien d'urbanisme qui a fait une étude sur la tramviaire de la métropole il y a 4 ans de ça à peu près, qui a permis déjà de poser le problème et de partager ce diagnostic, notamment de cette gouvernance complexe que j'évoquais. Ensuite, nous, à la Société du Grand Paris, on s'est dit qu'on avait une responsabilité importante quand même. On n'allait pas, si je puis dire, lâcher des stations de métro dans la nature et puis voir comment ça se débrouillerait. Pour ceux qui ont une pratique courante de la première couronne, vous avez certainement, comme moi, constaté que les gares et les stations de métro qui ont été réalisées dans les années 70-80, elles ont été réalisées sans coordination avec l'urbanisme environnant existant ou à venir et qu'on débarque dans des no man's land, voire pire, dans des parkings. Je pense à Créteil-Préfecture, Créteil-Henri-Mondor, les Agnettes, enfin bref, un certain nombre de sites intéressants, Châtillon-Montrouge, etc. etc. Donc il y a du boulot et il nous semblait plus intelligent d'essayer de réfléchir collectivement à tout ça, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de lieu où on peut réfléchir, il n'y a pas d'autorité métropolitaine qui est l'autorité de dire aux différents opérateurs et gestionnaires de voirie publique, on va réfléchir ensemble. Donc on s'est dit, essayons de lancer la réflexion. On l'a fait en 2 temps. D'une part en publiant un travail collectif l'année dernière qui s'appelle Les Places du Grand Paris, qui est un bouquin d'environ 150 pages qu'on a fait très collectivement, non seulement avec les partenaires habituels, la RATP, je vois que Yoko Minagai est juste rang derrière moi, mais également le STIF, la SNCF, mais surtout les autres, c'est-à-dire principalement des représentants des collectivités locales qui avaient leur mot à dire en tant que gestionnaire de voirie, mais surtout en tant que représentants des habitants qui habitent sur leur territoire. Donc ça a été ce premier travail, ça nous a permis de constater incidemment, mais ça n'est pas neutre, qu'au jour d'aujourd'hui, la moitié des gens qui se rendent dans les gares, alors je ne dis pas du Grand Paris, mais de la métropole du Grand Paris, et les stations de métro, en dehors de Paris intramuros, ils viennent à pied. Donc ce que dit Jean-Marc, c'est vraiment essentiel. C'est une catégorie d'utilisateurs qui est majoritaire,
et qui n'est absolument pas étudiée. Je ne dirais même pas prise en compte, mais simplement étudiée. Donc déjà, rappeler que le piéton est l'utilisateur majoritaire, qu'il le restera, puisque quand tous les réseaux de transport supplémentaires, Grand Paris Express et prolongement de lignes de métro seront réalisés, le territoire de la petite couronne, de la métropole du Grand Paris, sera intégralement à moins de 2 km d'une gare existante. Donc ça veut dire que tous les utilisateurs à peu près en bon état pourront s'y rendre soit à pied, soit en vélo, y compris vélo électrique, je précise, en tout cas en théorie, parce que les voiries sont malheureusement pas du tout adaptées pour ça. Donc voilà un peu ce genre de diagnostic, de prise de conscience partagée qui nous a semblé important de faire et qui a été partagé, je dois dire, avec enthousiasme par tous ceux qui ont travaillé ce travail collectif. Troisième étape, on a lancé, on a défini un mode opératoire de travail qu'on a appelé les études de pôle, auxquelles Isabelle a fait référence de manière un peu indirecte. La Société du Grand Paris a dit il faut qu'on étudie, qu'on ait des diagnostics partagés autour de toutes les nouvelles gares. Donc on va financer à hauteur de 100 000 € par gare des études, dites études de pôle autour de chaque gare, mais on ne veut pas les piloter nous-mêmes parce qu'on n'est pas légitime. Donc on a invité ou insisté pour que les communes, les communautés d'agglomération, maintenant les territoires de la métropole, portent si possible le pilotage de ces études de pôle pour pouvoir avoir du diagnostic partagé et un programme d'action élaboré conjointement. Ce qui est facile à dire, pas toujours facile à faire. Visiblement, le témoignage d'Isabelle montre bien on a une telle pente à remonter qu'il est très difficile de dégager immédiatement, en tout cas, un consensus à la fois sur le diagnostic et les opérations à réaliser. Et puis, dernière chose dont personnellement j'attends beaucoup, même si ça a l'air un peu marginal à notre propos, c'est l'opération que nous avons lancée avec la métropole du Grand Paris et la préfecture de région. Inventons la métropole du Grand Paris. Il se trouve que les 61 sites qui sont proposés, il y en a plus d'un tiers à côté des gares du Grand Paris. Donc, d'une certaine manière, c'est une manière de dire faites des propositions qui intègrent la dimension intermodalité dans les propositions d'aménagement et de construction que vous ferez. Et pour un certain nombre de sites, la gare est même au milieu du site qui est porté à la consultation. Et donc forcément, nous attendons des propositions des opérateurs qui intègrent justement une prise en compte innovante de l'intermodalité et du piéton dans ces opérations d'aménagement autour des gares.